À chaque aube, il existe un instant si bref que presque personne ne le remarque. Un point où la lumière n'a pas encore vaincu l'obscurité et où l'obscurité ne gouverne déjà plus la scène. C'est dans cet intervalle que de nombreux maîtres taoïstes affirment que la véritable harmonie se révèle. Ce moment n'offre pas de réponse toute faite, mais expose la structure silencieuse qui maintient le changement en mouvement constant. Il fait émerger la question essentielle qui passe d'ordinaire inaperçue. Pourquoi cherchons-nous l'équilibre comme s'il s'agissait d'une destination fixe, alors que tout autour de nous opère dans une transition permanente? Il s'agit d'un indice concret que l'harmonie n'est pas stabilité, mais coordination vivante entre des tendances qui coexistent. Cela ouvre la voie pour comprendre pourquoi la perception humaine confond si souvent accalmie et ordre. C'est à ce point que la chaîne Solstice se propose comme un espace d'étude et de décodage de ces schémas, en offrant une approche qui unit philosophie, psychologie et lecture précise des processus internes. La chaîne ne cherche pas à simplifier des concepts complexes, mais à les rendre intelligibles pour ceux qui souhaitent comprendre leur propre dynamique mentale et émotionnelle avec plus de clarté. Ici, nous allons comprendre le changement sans nous y perdre. Nous vivons des cycles de transition accélérés, et cela rend encore plus évidente l'urgence d'une méthode qui permette de repérer les schémas avant qu'ils ne se transforment en crise. La philosophie taoïste fournit cette méthode en montrant que l'ordre n'apparaît pas lorsque nous essayons de le contrôler, mais lorsque nous apprenons à observer l'interaction entre forces complémentaires. Pour ceux qui affrontent des décisions difficiles, des pressions internes ou une sensation de discontinuité, ce contenu offre une structure pratique pour organiser perception et action. Le symbole le plus accessible pour introduire ce processus est l'acte de respirer, car la respiration alterne expansion et retrait sans que nous ayons besoin d'intervenir. Elle montre de manière directe comment des phénomènes opposés coopèrent pour produire une continuité sans conflit. Cet exemple quotidien met en évidence que ce qui semble stable est en réalité le résultat de micro-ajustements successifs. Chaque journée vécue sans comprendre comment les forces internes se relient augmente la probabilité de répéter des décisions incompatibles avec son propre flux. Lorsque nous ne comprenons pas les ajustements naturels du changement, nous interprétons les variations comme des menaces et abandonnons des opportunités encore à leur premier stade. Cela crée de véritables retards dans notre capacité à agir avec précision. Pour ceux qui cherchent un approfondissement constant, Solstice propose un parcours continu qui facilite le développement d'une perception affinée. Plus l'on suit les épisodes, plus la logique qui gouverne tension, changement et choix devient évidente. La chaîne sert de point d'appui à ceux qui souhaitent comprendre le Tao non comme une métaphore lointaine, mais comme une structure opérationnelle de la réalité. Si ce contenu résonne avec ce que vous vivez aujourd'hui, envisagez de suivre la chaîne afin de maintenir cette enquête active. Vous abonner garantit un accès continu au développement conceptuel qui approfondisse la compréhension amorcée ici. Le simple geste de laisser un like renforce la circulation de ce savoir, permettant à davantage de personnes de trouver des outils pour réorganiser leur propre perception. Cet engagement crée une communauté d'études qui contribue à élargir le discernement collectif. En revenant aux prochains épisodes, vous développez votre capacité de lecture des cycles internes et externes. Cette habitude soutient l'apprentissage dans le temps et, en le soutenant, elle transforme. En 1969, au cours de l'une de ses plus longues traversées sur le fleuve Yangtze, un chercheur chinois nota dans son journal la surprise de constater que le courant semblait changer de direction sans aucun avertissement. Il observa que le mouvement de l'eau ne suivait pas uniquement la force du fleuve, mais aussi la présence de petites variations qui exigeaient une attention constante. Cette observation remit en question ses premières hypothèses sur la régularité naturelle. Il comprit que le flux n'obéissait pas à un schéma simple, mais à une coordination silencieuse entre de multiples facteurs. Chaque changement exigeait un repositionnement du bateau, même lorsque tout paraissait stable. Ce témoignage devint précieux parce qu'il révélait un processus dynamique difficilement perceptible pour qui n'observe que la surface. Cette prise de conscience ouvrit la voie à des interprétations plus larges sur la manière dont des phénomènes discrets soutiennent un ordre plus vaste.
Le chercheur relata qu'à un certain moment de la traversée, le courant le poussa vers une berge apparemment tranquille. En s'en approchant, il vit que des troncs immergés déviaient l'eau selon des angles inattendus. Ces petites forces conflictuelles créaient un schéma irrégulier qui ne pouvait être compris qu'en observant comment chaque élément réagissait au précédent. Il comprit que l'irrégularité ne représentait pas le chaos, mais une adaptation continue entre des parties distinctes. Cette compréhension le conduisit à revoir ses méthodes, car il réalisa que ses instruments ne captaient pas les variations suffisamment rapides. Il se mit à consigner des micro-événements, prenant conscience que c'était eux qui façonnaient le déplacement principal. Quelques jours plus tard, une pluie intense transforma complètement le comportement du fleuve. Le chercheur, désormais plus attentif aux détails, remarqua que l'eau ne devenait pas imprévisible par simple excès de volume. Elle ne faisait que réorganiser ses directions internes pour accueillir de nouvelles forces. Le bateau se déplaçait de manière irrégulière, mais non arbitraire. Chaque déviation correspondait à un ajustement nécessaire pour maintenir le cap possible dans ce contexte. Cette perception lui montra que la variation ne signifie pas perte d'ordre, mais expression directe d'une réorganisation fonctionnelle. Il conclut qu'interpréter ces mouvements exigeait d'observer des relations, et non seulement des résultats. Cet ensemble d'expériences éveilla en lui des questions plus profondes sur la manière dont la réalité se maintient en mouvement. Il comprit que tenter d'appréhender le fleuve comme quelque chose d'uniforme était une erreur méthodologique. Le fleuve se révélait par contraste, alternant des rythmes qui ne prenaient sens que s'ils étaient vus comme les parties d'un même processus. L'alternance n'apparaissait pas comme un obstacle, mais comme une condition essentielle pour qu'il y ait flux. Cela le conduisit à étudier des traditions qui examinaient la dynamique des transformations naturelles. Parmi elles, il trouva dans le taoïsme une structure conceptuelle qui décrivait exactement cette logique. Dès lors, sa recherche commença à intégrer observation empirique et compréhension philosophique. En approfondissant ses études, il découvrit que le taoïsme ne décrit pas l'harmonie comme stabilité, mais comme articulation entre des forces qui se répondent mutuellement. Cette articulation se manifeste de façon discrète, souvent perceptible seulement pour ceux qui développent une sensibilité au rythme des changements. Il reconnut que son expérience sur le Yangtze n'était pas une exception, mais un exemple simple d'une structure présente dans tous les phénomènes. Chaque changement de trajectoire, chaque vague inattendue, fonctionnait comme un appel à l'adaptation consciente. Il comprit que résister aux variations ne ferait qu'augmenter l'usure. Y répondre avec précision, au contraire, augmentait l'efficacité de la navigation. Ainsi, le fleuve devint son premier laboratoire conceptuel. Au fur et à mesure qu'il systématisait ses notes, le chercheur se rendit compte que son apprentissage ne se limitait pas à la traversée, mais indiquait une manière générale de percevoir la réalité. Il conclut que comprendre des processus exige de porter attention à ce qui se transforme, et non seulement à ce qui demeure. La stabilité qu'il pensait rechercher n'avait jamais existé comme objectif final, mais seulement comme effet momentané d'ajustement continu. Cette reconnaissance provoqua un changement significatif dans sa pratique scientifique. Il se mit à observer les phénomènes comme des tissus relationnels et non comme des entités isolées. Cela réduisit les erreurs d'interprétation et augmenta la précision de ses conclusions. Ses travaux gagnèrent en importance parce qu'ils unissaient expérience directe et structure conceptuelle rigoureuse. Ce récit historique sert aujourd'hui de point de départ pour comprendre pourquoi étudier la logique du Tao n'est pas un exercice abstrait, mais un outil concret pour interpréter des schémas internes et externes. De la même manière que le chercheur a dû apprendre à lire le mouvement du fleuve, chacun doit apprendre à remarquer les variations qui façonnent ses propres cycles. La compréhension de ces dynamiques permet d'ajuster ses choix avec plus de clarté et moins de résistance. Cet ajustement réduit l'usure et élargit le discernement. Il crée aussi l'espace nécessaire pour percevoir qu'un changement ne représente pas toujours une menace, mais souvent une réorganisation naturelle. Lorsque cette manière de comprendre le mouvement de la réalité n'est pas assimilée, la réaction la plus courante consiste à tenter de durcir encore davantage le contrôle sur tout ce qui change. Chaque variation est traitée comme une erreur à corriger,
et non comme un ajustement naturel issu de forces qui se réorganisent. Sur le plan psychologique, cela se manifeste lorsque quelqu'un cherche à éliminer totalement l'anxiété, la tristesse ou la peur, comme s'il s'agissait de fautes à effacer rapidement. Cette posture active plus intensément les systèmes biologiques de défense, augmentant l'activation physiologique et l'état d'alerte interne. Plus on tente de supprimer, plus l'organisme réagit par des signaux d'inconfort, comme s'il était poussé contre sa propre configuration. La personne finit par interpréter ces signaux comme la preuve qu'elle perd le contrôle. Ainsi se forme un circuit où la tentative de tout corriger intensifie précisément ce que l'on voulait réduire. Une deuxième manière fréquente de gérer ces changements internes consiste à recourir à des explications excessives et à des analyses interminables, dans l'espoir de trouver une cause unique qui mettra fin à l'inconfort. Bien que l'analyse conceptuelle soit utile, lorsqu'elle est utilisée comme fuite de l'expérience directe, elle devient un mécanisme de report indéfini. La personne se met à accumuler modèles, théories et étiquettes, mais reste incapable de demeurer quelques minutes avec ses propres sensations sans résistance. Cela génère une fatigue cognitive et la sensation que rien n'est suffisant, car il manque toujours une pièce théorique pour que le tableau paraisse complet. Le résultat est un esprit saturé d'informations et un corps peu écouté, créant un décalage entre ce que l'on comprend intellectuellement et ce que l'on vit en pratique. Ce décalage amplifie la frustration et renforce l'idée que le problème vient d'un manque de connaissances supplémentaires plutôt que de la manière dont elles sont utilisées. Une alternative moins connue, mais étayée par des recherches sur la régulation émotionnelle et l'interoception, est la pratique d'observation cyclique guidée du corps, associée à une respiration rythmée. Elle consiste à choisir un court intervalle de 3 à 5 minutes pour suivre avec précision les changements internes qui se produisent entre une inspiration et la suivante. Au lieu de chercher à se détendre immédiatement, l'objectif est de décrire mentalement de micro-variations de chaleur, de poids, de pulsation ou de mouvements musculaires, comme si l'on enregistrait des données en temps réel. Des études indiquent que ce type de monitoring structuré renforce les circuits neuronaux liés à la perception des états internes, ce qui accroît la capacité de répondre plus justement aux changements. En construisant ce pont entre sensation et attention, l'organisme tend à réduire les réponses défensives automatiques et à ajuster plus efficacement son niveau d'activation. La pratique n'exige aucune croyance particulière, mais une discipline à observer sans corriger de manière précipitée. Ainsi, le corps commence à être perçu comme un partenaire d'ajustement et non comme un obstacle. Cette pratique rompt un schéma mental très courant qui consiste à traiter toute modification interne comme un signe d'erreur à corriger au plus vite. Au contraire, elle apprend à reconnaître que des variations successives font partie de la façon dont l'organisme se réorganise en réponse à l'environnement. Cela se rapproche de la vision taoïste de l'harmonie comme coordination dynamique, où les forces opposées s'ajustent mutuellement sans nécessité d'imposition rigide. Lorsque la personne accompagne consciemment ce processus, elle cesse d'exiger de son corps une stabilité artificielle et commence à collaborer avec ses cycles naturels. L'esprit apprend à distinguer entre menaces réelles et simples changements de configuration interne. Avec le temps, cela réduit les comportements impulsifs fondés sur la peur et augmente la capacité d'attendre le moment le plus approprié pour agir. Ainsi, la pratique sert d'entraînement concret pour intégrer connaissances conceptuelles et réponses sensibles à ses propres transformations. Pour appliquer cette méthode au quotidien, il est possible de suivre 3 étapes simples dans les moments de léger inconfort. D'abord, on établit un rythme respiratoire constant en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration et jusqu'à 6 à l'expiration, sans forcer le passage de l'air. Ensuite, on dirige l'attention vers une région spécifique du corps, comme la poitrine ou l'abdomen, en observant uniquement ce qui se modifie à chaque cycle respiratoire. Enfin, on décrit mentalement ces changements avec des mots neutres et brefs, tels que réchauffant, refroidissant, relâchant, accélérant, sans juger s'ils sont bons ou mauvais. Si la personne transforme cet exercice en test, pour savoir si elle parvient à se détendre rapidement, il perd sa fonction régulatrice et se met à reproduire le même schéma d'exigence qu'auparavant.
L'objectif n'est pas d'atteindre un état idéal, mais de s'entraîner à accompagner le flux avec précision. Avec la pratique, le corps tend à trouver spontanément un niveau d'équilibre plus fonctionnel. Ce processus réduit la fréquence des réponses exagérées face au cycle naturel de variation interne. Lorsqu'on comprend cette logique, il devient plus clair que s'entêter uniquement dans le contrôle rigide, la fuite par la distraction ou l'analyse sans contact direct tend à accroître l'inconfort au lieu de l'intégrer. La pratique d'observation cyclique guidée offre une voie plus cohérente avec la structure même du changement, car elle transforme la relation avec le corps en partenariat d'ajustement continu. Elle ne promet pas d'éliminer les défis, mais de réorganiser la manière de les traverser, en diminuant les effets secondaires inutiles. En entraînant cette forme d'attention, chaque situation difficile cesse d'être seulement un problème à vaincre et devient aussi un champ de raffinement de la perception. Cela rapproche théorie et vie concrète, rapprochant l'étude de l'harmonie taoïste de l'expérience quotidienne de ceux qui recherchent une stabilité plus intelligente. Si cette approche a du sens pour vous, il vaut la peine d'affirmer clairement cet engagement envers vous-même. Écrivez en commentaire la phrase « Je choisis de coopérer avec mon flux interne » et utilisez ce geste comme premier pas conscient vers une résolution réelle du problème. La pratique d'observation cyclique guidée repose sur l'idée que les états internes ne sont pas des entités fixes, mais des événements transitoires, issus d'interactions physiologiques, cognitives et environnementales. Lorsque nous accompagnons ces variations avec précision, sans chercher à les interrompre, nous renforçons les circuits neuronaux responsables de la perception interoceptive qui régulent la manière dont nous interprétons les signaux corporels. Dans le taoïsme, cette capacité est décrite comme une lecture sensible du flux, dans laquelle chaque changement est perçu comme partie d'une relation continue entre forces complémentaires. En psychologie contemporaine, notamment dans les modèles de régulation émotionnelle, ce processus est compris comme une augmentation de la tolérance à la variabilité interne. En intégrant ces deux perspectives, la pratique cesse d'être une simple technique pour devenir une manière d'organiser la perception de façon plus fonctionnelle. Elle montre que la stabilité n'est pas l'absence de mouvement, mais la coordination entre des mouvements successifs. Ainsi, comprendre cette dynamique permet d'adopter une posture plus précise face aux changements inévitables. En approfondissant le concept, nous constatons que l'observation cyclique rompt la tendance commune à interpréter les sensations comme des signes définitifs de menace. Des études sur l'anxiété indiquent que l'hyperinterprétation des variations corporelles intensifie les réponses de stress, tandis que la simple observation non évaluative réduit l'activation physiologique. Les traditions taoïstes décrivent ce processus comme un retour au centre, point de référence qui n'élimine pas les forces opposées, mais organise leur interaction. Dans le bouddhisme, on retrouve quelque chose de similaire dans la pratique de la pleine conscience qui entraîne l'esprit à reconnaître les phénomènes sans s'y fixer. L'union de ces approches révèle que le problème ne réside pas dans la sensation elle-même, mais dans la manière dont elle est traitée. Lorsque le corps apprend qu'il ne sera pas puni pour changer, il diminue ses signaux de défense. Ce cycle réduit la réactivité et augmente la clarté. L'analyse conceptuelle de cette pratique montre qu'elle agit simultanément sur 3 niveaux: physiologique, perceptif et symbolique. Sur le plan physiologique, elle ajuste la relation entre respiration et système nerveux autonome, favorisant des réponses plus équilibrées. Sur le plan perceptif, elle réorganise la façon dont nous interprétons les signaux internes, en réduisant les distorsions cognitives. Sur le plan symbolique, elle nous apprend à voir la réalité comme un flux interconnecté plutôt que comme un ensemble d'événements indépendants. Cette intégration correspond directement au principe taoïste selon lequel l'harmonie n'est pas un concept abstrait, mais une fonction régulatrice entre des processus en transformation. En psychologie, cela se rapproche du principe de cohérence, par lequel les processus internes convergent pour réduire le bruit et augmenter la stabilité opérationnelle. Ainsi, la pratique sert de laboratoire concret pour expérimenter la logique qui sous-tend les traditions contemplatives. En comprenant cette intersection, nous voyons clairement pourquoi la tentative de contrôler les états internes de manière rigide engendre des effets secondaires. Plus l'esprit cherche à imposer un état fixe,
plus il s'éloigne de la nature dynamique de l'organisme. Cette friction génère de la résistance, qui à son tour augmente les signaux physiologiques d'inconfort. L'observation cyclique corrige cette posture en introduisant une participation active sans imposition. Dans le taoïsme, cela correspond au principe d'agir sans forcer, qui oriente l'action à suivre le mouvement naturel des phénomènes. En psychologie clinique, cela s'exprime comme une acceptation opérationnelle, utilisée pour réduire les comportements impulsifs fondés sur la peur. En unissant ces deux approches, nous formons un modèle plus complet de régulation interne. Dans de nombreuses traditions, la recherche de l'équilibre ne consiste pas à éviter le changement, mais à apprendre à naviguer en son sein. L'observation cyclique en fournit une démonstration concrète, car elle montre que chaque modification interne contient une information utile pour réajuster posture et action. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de désirer un esprit immobile et commençons à chercher un esprit coordonné. Cette distinction est essentielle, car elle évite de confondre tranquillité et rigidité. Le taoïsme souligne que la rigidité est signe de fragilité, tandis que la flexibilité indique la vitalité. En intégrant ce principe, la pratique devient un chemin pour restaurer la fluidité perceptive. En articulant tous ces éléments, nous comprenons que la pratique n'est pas seulement un exercice technique, mais un modèle applicable pour s'interpréter soi-même et interpréter le monde selon une logique cohérente. Elle enseigne que percevoir le changement avec précision augmente l'autonomie et réduit la réactivité. Elle montre aussi que l'harmonie n'est pas un état final, mais une compétence relationnelle développée au fil du temps. Sur cette base, chacun peut transformer sa manière de répondre à ses propres cycles internes sans recourir à des stratégies qui ne font qu'accroître l'inconfort. La pratique devient alors une ressource qui réorganise perception, action et présence. En comprenant cette structure, nous avançons avec plus de lucidité dans notre processus de régulation et d'autoconnaissance. Pour consolider cette compréhension, écrivez en commentaire la phrase « Je pratique la clarté qui accompagne le changement » et utilisez ce geste comme un renforcement de votre engagement envers l'application réelle de ce concept. Lorsque nous reconnaissons que le changement n'a pas besoin d'être vaincu, mais compris avec précision, la question qui surgit est la même que formulèrent les anciens maîtres. Qu'est-ce qui, en vous, tente encore de rester immobile dans un monde qui n'existe que parce qu'il se met en mouvement? Cette question n'exige pas de réponse immédiate, seulement une disponibilité à écouter ce qui circule en silence dans le corps lui-même. La perception construite jusqu'ici offre la clarté que chaque variation interne peut être un pont et non un obstacle. Cette compréhension devient une forme de lucidité qui accompagne la vie comme ressource stable. Et c'est dans cette lucidité que la pratique trouve son sens le plus profond. En revisitant tout ce qui a été exploré, il devient évident que le bénéfice ne réside pas dans la maîtrise de concepts, mais dans la réorganisation de la manière de s'y relier. L'harmonie, dans ce contexte, cesse d'être une idée abstraite pour devenir un mouvement qui oriente les choix avec plus de délicatesse et moins de friction. La phrase qui synthétise ce parcours est simple. La compréhension est l'espace où le changement respire sans résistance. Porter cette phrase en soi modifie déjà la manière de traverser chaque cycle et permet à la pratique de devenir une part naturelle du quotidien. L'expérience montre qu'il n'existe pas de clôture définitive lorsqu'il est question de flux, car l'acte même de conclure contredirait le rythme que nous avons soutenu jusqu'ici. Ce qui existe, c'est une ouverture continue pour observer comment de nouvelles variations s'articulent avec ce qui a déjà été compris. Ce déplacement est ce qui rend possible de reconnaître un sens même dans des états qui auparavant paraissaient contradictoires. Et c'est de cette continuité que naît le véritable apprentissage. Si quelque chose de ce parcours a touché votre propre expérience, il vaut la peine de noter en commentaire comment ces perceptions se manifestent dans votre vie. Partager des vécus offre la possibilité de reconnaître des schémas communs et d'élargir sa propre clarté. Cet échange crée un champ de compréhension qui favorise encore davantage le raffinement de la pratique. Non comme un débat, mais comme une enquête silencieuse qui se renforce lorsqu'elle rencontre de la résonance. Et chaque récit contribue à rendre ce cheminement collectif plus profond. La contemplation demeure comme une invitation ouverte, suggérant que vous reveniez à ces concepts
chaque fois que vous remarquerez des mouvements internes appelant à une réorganisation. La question initiale devient maintenant une clé pour accompagner vos propres transitions avec plus de précision. Rien ne se termine ici, car toute compréhension authentique continue de s'étendre lorsqu'elle rencontre de nouvelles situations pour être mise à l'épreuve. Que ceci ne soit qu'un point de pause consciente avant le prochain pas, et que vous continuiez à suivre ce parcours sur notre chaîne tout en explorant, à votre rythme, le silence qui révèle les schémas.